Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Dominique Liquet pour notre première interview. C'est un archéologue paléolithicien normand. Il a été conservateur au musée d'Évreux de 1982 à 1998. Il a, durant cette période, soutenu sa thèse en 1992 sur l'ethnographie préhistorique. Ensuite, il a rejoint la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie en 1998. Bonjour. Bonjour. Comment vous avez décidé de vous lancer dans cette carrière? Comme la plupart des archéologues, c'est un petit peu comme Obélix, on tombe dans le chaudron quand on est jeune. Moi, je suis arrivé là parce que tout simplement j'étais fasciné par les populations de chasseurs-cueilleurs subactuelles et actuelles. Notamment, j'ai énormément lu sur tout ce qui pouvait se passer en ethno, sur les populations de Nouvelle-Guinée, océaniennes, ensuite l'Amazonie, bien sûr, quand j'ai découvert les écrits de Lévi-Strauss, notamment Triste Tropique. Et puis, au niveau de la littérature classique, par exemple, j'avais eu à faire un commentaire de livre au collège sur un des romans de Jules Verne. Et j'avais choisi L'Agent Gada, qui est un roman qui est relativement peu connu, qui se déroule comme par hasard en Amazonie, avec une intrigue policière et surtout l'illustration de populations indigènes. Et ce qui me passionnait, c'était bien sûr l'ethnologie, et petit à petit, je suis arrivé à avoir des lectures sur la préhistoire, et j'ai commencé à lire ce qui avait été écrit notamment par André Leroy-Gourhan. Et là, ça a été la révélation, c'est le métier que je voulais faire. Je voulais faire de l'ethno préhistorique. Alors pour faire de l'ethnologie préhistorique, il fallait bien sûr suivre un cursus de façon à pouvoir faire de la préhistoire. Voilà grosso modo comment je suis arrivé à la direction régionale des affaires culturelles en 1998. Le métier était différent du fait qu'on n'avait pas encore un cadre juridique qui permettait de gérer l'archéologie préventive. Maintenant, ce qu'on nous demande avant tout, on n'en demande plus au niveau de nos missions de faire de la recherche de terrain, ce qu'on nous demande c'est de faire de l'aménagement de territoire et notamment de gérer tout ce qui est archéologie préventive. Donc ce sont tous les travaux préalables aux aménagements. Bon, il est bien évident qu'on ne prescrit pas des diagnostics archéologiques sur tous les permis de construire, ce serait absurde, la France ne serait plus qu'une énorme taupinière, ça n'aurait pas de sens. Et ce qui est important, c'est d'essayer de faire la part des choses, savoir quelles sont les susceptibilités de chacun des terrains pour savoir si ça conserve des vestiges de ce patrimoine. Alors, au-delà de votre travail de paléolithicien, d'archéologue, vous enseignez aussi au Louvre. Oui. Qu'est-ce que vous enseignez au Louvre? Alors déjà, au Louvre, ce que j'essaie de faire, parce que le Louvre c'est un petit peu particulier, parce que on a un ensemble de périodes qui sont enseignées, très importants, et en plus de ça, il y a dans le cadre de l'école du Louvre une préparation au concours de conservateurs. Moi j'interviens dans les deux, j'interviens dans le cadre de cette préparation au concours, et puis j'interviens surtout, et c'est là où c'est intéressant, dans le cadre d'une spécialisation sur la préhistoire européenne. Et là on essaie de donner les grandes lignes des peuplements, en illustrant à partir bien sûr des thématiques qui sont les thématiques en vogue au moment où on enseigne. Il est bien évident que je ne parle plus de la même chose maintenant que ce que je pouvais raconter en 1994 quand j'ai commencé. Là, on essaie de faire voir ce qu'est l'archéologie. On explique aussi les méthodes de l'archéologie, et ça c'est quelque chose qui me passionne, et c'est la raison pour laquelle je travaille plutôt sur la préhistoire ancienne, où on a peu d'éléments que la préhistoire récente et les périodes proto-historiques et antiques, où là on a pléthore d'éléments
qui permettent de brosser un tableau d'épeuplement. Là, il faut aller vraiment chercher dans le détail ce qui peut apporter à la connaissance pour mieux comprendre l'environnement. L'environnement étant fondamental pour ces populations anciennes de chasseurs-cueilleurs-collecteurs qui vivaient aux dépens de cet environnement et, contrairement à ce qu'on peut faire nous, plus ou moins en symbiose avec cet environnement. Donc en fait, on essaie de leur inculquer des principes d'étude, d'analyse, qui vont leur servir ensuite pour déjà passer leur concours, et ensuite dans le cadre de leur mission de terrain, que ce soit sur le terrain quand ils font de l'archéologie de terrain, que ce soit derrière un bureau, j'allais dire avec des charentaises aux pieds, quoi. Et quand vous réalisez une fouille, donc par exemple dans la Manche, près de Flamanville, etc., comment vous décidez de choisir ce lieu-là? Alors, il y a plusieurs cas de figure. D'où l'intérêt de notre projet collectif de recherche, qui fonctionne, je le rappelle, avec des bénévoles, hein, donc ce sont des gens qui ne sont pas forcément formés à l'archéologie initialement, qui n'ont, pour certains, jamais fait d'études supérieures. On a absolument de tout dans ces personnes qui travaillent avec nous. On a des gens qui travaillent dans le BTP, on a des agriculteurs, on a des anciens enseignants, etc., qui sont animés par la même passion, c'est-à-dire essayer de sortir un maximum d'informations à partir de ce qu'il y a en surface dans les champs. Donc ça, c'est la première phase d'investigation, c'est de faire ce qu'on appelle ces prospections pédestres. On se répartit un territoire et à chaque fois qu'il y a des labours, bon, bien sûr il faut avoir les autorisations des agriculteurs et des exploitants pour traverser leurs terres, hein, c'est chez eux, donc on s'astreint toujours à avoir ces autorisations. Il y a rarement de cas litigieux. Généralement, nous avons les autorisations, les agriculteurs étant très contents. Moi, il y a de cochonneries dans la terre, puisque on prélève les cailloux et taillés, et puis les fragments de céramique. Pour eux, moins il y a de ces cochonneries dans la terre, mieux c'est. Et ça nous permet de dresser des cartes, et à partir des formations superficielles, donc de la nature du sédiment qu'on a en surface, on va déjà avoir des informations, savoir si le site d'occupation est susceptible d'être encore partiellement en place ou a été complètement démantelé. D'accord. Et combien en moyenne vous êtes sur une fouille? Vous avez combien de personnes qui... Ça dépend déjà de la nature de la fouille, et on peut avoir des choses très variables. Par exemple, quand on fait des sondages, à la pelle mécanique, ce sont des petites ouvertures, 12 mètres carrés, mais quand on fait une succession de tranchées, les dernières qu'on a fait, sur une semaine, on a fait 80 tranchées. Ça paraît beaucoup. Alors, à l'échelle du site, c'est peu, mais en gestion, c'est beaucoup. Donc là, ça nécessite d'avoir beaucoup de monde sur place pour pouvoir déjà suivre le décapage. Ensuite, quand on a des éléments en place, il faut les nettoyer à la truelle, faire les photographies, faire les décomptes de matériaux qui ont été mis au jour, de matériels qui ont été mis au jour, gratter les coupes pour avoir la séquence stratigraphique et dessiner ce qu'on appelle un log stratigraphique pour bien dissocier les niveaux archéologiques, faire des photos. Et on fait pareil pour l'ensemble des ouvertures qui ont été faites. Donc là, ça nécessite d'avoir, pour être bien, en gros, il faut une 12-15 personnes. Sur des chantiers avec des ouvertures plus importantes, notamment ce sont les chantiers d'été, là sur le site du Rosel, nous sommes entre 15 et 25. Là, c'est pareil, c'est un petit peu particulier parce que ce sont des niveaux qui sont difficiles à fouiller. Et ils sont d'autant plus difficiles à fouiller que ce sont des niveaux inscrits dans une dune de sable non compacté, et on a obligation de travailler très lentement parce que si on y va un petit peu de façon intempestive, on va détruire les niveaux avant d'avoir compris ces niveaux.
Ça, c'est un petit peu le problème de l'archéologue. Le roi Grand disait que l'archéologue, c'était un petit peu à mettre en parallèle avec l'archiviste qui allait détruire au fur et à mesure les archives sur lesquelles il travaillait. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ce que nous n'avons pas vu ou mal fouillé, c'est irréversible. Il n'y a pas possibilité de faire un flashback, c'est pas comme le cinéma. On doit être très vigilant. Alors là, sur ce site, c'est particulièrement sensible parce que c'est du sable mou, comme les dunes actuelles, à part que cette dune s'est constituée en gros entre 115 000 ans et 70 000 ans. Et là, ça nécessite d'être très précautionneux. C'est sûr que les fouilleurs, et notamment les étudiants qui viennent travailler sur le site, sont un petit peu étonnés, parce que on peut utiliser sur ce site la pelle mécanique, on a même travaillé avec des 35 tonnes, pour dégager les niveaux stériles, mais quand on arrive sur les sols d'occupation où on a des sols qui sont très fins et qui conservent, chose très exceptionnelle, des empreintes de pas humains, des empreintes de mains, des empreintes de pas d'animaux, là on est obligé de solder la pelle mécanique et de prendre à la place du pinceau à maquillage. Alors c'est sûr que ça surprend au départ. Il faut des pinceaux très fins. Les pinceaux qu'on peut utiliser, même les pinceaux très souples pour la peinture, sont encore trop virulents pour pouvoir fouiller correctement ces niveaux archéologiques. Donc là, en gros, on est entre 15 et 20 individus. Parmi toutes les fouilles que vous avez faites, c'est laquelle qui vous a le plus surpris Alors c'est justement cette fouille sur ce site du Rosel. Bon, on savait que c'était un site fabuleux, c'est un site qui a été révélé en fait par l'érosion littorale dans les années 60. Moi j'ai eu l'occasion de travailler sur des sites équivalents mais beaucoup moins bien conservés, beaucoup moins développés, toujours un petit peu dans le même secteur géographique, puisque j'ai travaillé pas mal sur le secteur de la Hague, et notamment j'ai eu l'occasion de fouiller pendant plusieurs années sur le site de Port-Racine à Saint-Germain-des-Vaux, connu pour étant le plus petit port de France, ce qui n'est pas forcément vrai, mais bon, c'est un secteur absolument fabuleux, aussi bien au niveau des paysages qu'au niveau de la conservation des sites. Et le matériel que nous avions trouvé taillé par les hommes de Neandertal sur ce site ressemblait tout à fait à ce qui avait été mis en évidence dans les années 60 sur le site du Rosel, donc vous savez que c'était un site important. À partir en gros des années 80, j'ai suivi l'érosion de ce site où il y avait la mer qui dégageait systématiquement un petit peu de matériel, mais rien de catastrophique. Et on s'est rendu compte, avec notre fameux réchauffement climatique, qui est tout à fait normal, qui s'inscrit dans le cadre de cycles glaciaires interglaciaires. Il est vrai que les activités humaines font qu'on va peut-être accélérer le processus, mais ça n'aurait pas changé grand-chose, puisque c'est quelque chose qui existe depuis environ 800 000 ans. Donc c'est pas parce que l'homme maintenant a des moyens technologiques qu'il va faire en sorte de modifier complètement l'histoire de notre Terre et l'évolution de notre Terre. Donc là, on a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'on a un processus qui s'est accéléré dans l'érosion, et ça s'est tellement accéléré que quand on prenait les photos aériennes, on voyait que le massif lunaire était en train de reculer et allait être complètement mangé par la mer. Sachant ce qui avait été trouvé dedans, il y avait deux possibilités. Soit on laissait la mer tout manger et on récupérait quelques objets qui se baladaient sur la plage à mesure du déroulement des marées, notamment des grandes marées, soit on prenait des mesures conservatoires qui faisaient qu'on allait à la fouille. Bon, c'est un dossier qui n'a pas été facile à monter pour diverses raisons. Déjà, on était dans l'emprise du conservatoire du littoral, et ensuite c'est un secteur où on avait des espèces animales et végétales protégées, donc on était en secteur Natura 2000. Donc pas facile à monter, on a pu monter ce dossier avec initialement quelques réticences,
Et quand on a eu en 2012, puisque cette opération a eu lieu en 2012, les premiers niveaux en place qui ont été mis au jour, on s'est rendu compte que ce site était absolument fabuleux par la conservation, l'exceptionnelle conservation des vestiges qui se trouvaient sur les sols archéologiques. On a évoqué les pas et les empreintes de mains humaines. Ça, c'est quand même très exceptionnel parce que là, sur le site, on doit être arrivé à presque 500. Par ailleurs, pour tout le monde néandertalien, donc en gros, ça va de l'Atlantique à la Mongolie, il y en a 8 autres qui sont connus, point, et qui sont détruites. Là, on a eu la possibilité de faire des moulages, parce qu'on ne savait pas démonter ces empreintes initiales. On n'avait pas trouvé de produit qui permettait de les démonter. L'an passé, on a utilisé un produit qu'utilisent les spécialistes du bâtiment. On ne sait pas quelle sera la durée de vie de ces prélèvements, mais on a pu démonter plus de 200 empreintes originales. Donc ça, c'est quelque chose de complètement unique au monde. On a aussi eu la chance d'avoir du matériel osseux qui était tellement bien conservé qu'on voit les traces de découpe et l'utilisation en tant qu'outil de certaines esquilles osseuses. Les insectes sont conservés, la microfaune est conservée, les mollusques sont conservés. Donc des choses quand même très exceptionnelles pour des périodes si anciennes. Là, on est grosso modo dans des niveaux qui se trouvent entre 80 et 70 000 ans. Quels sont les futurs travaux que vous allez exercer? Alors là déjà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que fort de ces 17 années de projets collectifs de recherche, on a accumulé une documentation très importante. Et là maintenant, il va falloir se mettre à une table et puis commencer à prendre le crayon, si j'ose dire. Bon, maintenant c'est l'ordinateur, mais il va falloir mettre tout ça par écrit. Bon, on le fait au fur et à mesure, bien sûr, dans le cadre de rapports, mais là le but c'est de publier des synthèses. On en a plusieurs en route. On en a une qui, j'espère, sera publiée avant la fin de l'année, qui en fait présente le cadre environnemental des occupations justement préhistoriques pour la Normandie et les îles anglo-normandes, bien sûr qu'on intègre, hein, parce que les îles anglo-normandes c'est chez nous. Les Anglais nous les ont pas refilées au moment où la Normandie a été restituée au Royaume de France, mais c'est chez nous. Il faut voir quand même que le gros site de la côte Saint-Brolade sur Jersey se trouve pile en face du site du Rosel que nous sommes en train d'exploiter scientifiquement, et les Anglais retravaillent sur ce site, et comme par hasard, on a des choses qui sont un petit peu comparables. Vous avez écrit quelques livres sur la Normandie et l'homme préhistorique normand. Oui. Qu'est-ce qu'ils apportent au grand public, ces bouquins? Alors déjà, ce qui est important, c'est de faire voir que la préhistoire ancienne, c'est pas uniquement le Périgord ou les Pyrénées. On a, je dirais, le handicap de ne pas avoir la même documentation pour ce qui est l'expression artistique des populations paléolithiques. La Dordogne, ce sont évidemment les grandes grottes ornées qui sont en grand nombre. Même chose pour les Pyrénées. Nous en Normandie, pour l'instant, j'y mets pour l'instant, puisqu'on a peu de personnes qui ont travaillé sur ces thématiques et on est en train d'y réfléchir parce que on a 2 grottes ornées, ce qui prouve qu'on a un potentiel. Et il suffirait peut-être de redévelopper un petit peu ces thématiques pour trouver d'autres réseaux ornés. Alors ces 2 grottes sont en vallée de Seine. Elles ont été occupées pour une qui se trouve à Gouy au moins 2 époques. Durant le début de la préhistoire, du paléolithique, donc l'arrivée des hommes modernes, et pour l'extrême fin de la période. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est de savoir qu'on a ce potentiel, qui prouve que si il y en a 2 qui ont été trouvés tout à fait par hasard, si on commençait à travailler plus finement pour chercher justement ces réseaux qui ont pu être ornés et occupés par les hommes de la préhistoire ancienne,
il y a un potentiel, maintenant il faut essayer d'aller au-delà. De nos hommes préhistoriques, aussi bien Homo erectus que l'homme de Néandertal, qu'on dépeignait l'homme de Néandertal comme un crétin amélioré au moment où Boole a décrit les premiers Néandertaliens. Il avait fait un travail au niveau anthropologique remarquable, mais dans la mesure où il était différent, il était forcément plus bête que nous. On se rend compte que c'est pas du tout le cas. Il est différent, c'est certain. Son cerveau n'est pas structuré comme le nôtre. C'est une autre humanité, mais il sait faire des choses que nous ne savons pas faire ou pas bien. Et inversement, il y a des choses que nous faisons bien que lui est incapable de faire. Donc on s'aperçoit que c'est pas comparable. Et il peut faire quoi, lui, que nous ne pouvons pas bien faire ou pas faire? Alors, déjà, il a une puissance musculaire qui est telle que il y a des choses que c'est même pas la peine d'envisager pour nous, notamment au niveau de la taille du silex. Il y a des choses aussi qui ne nous seraient pas possibles. Aller chasser, par exemple, un proboscidien, donc un éléphant antique qui peut faire 4,50 m au garrot, avec juste un épieu en bois et aller taper dans la bestiole. Je vois aucun Homo sapiens actuellement capable de faire ça. Il serait fracassé, quoi. Ce serait complètement impensable. Donc là, il y a déjà ces choses-là. Il est capable aussi de produire des éclats de silex qui peuvent avoir différentes formes, des éclats qui sont ovalaires, des pointes, des lames, sans faire des préparations hyper sophistiquées comme va le faire l'homme moderne. Il est capable de sortir des choses sans préparer, parce qu'il a une très grande maîtrise de la technologie. Alors ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence. On a commencé à le percevoir dans les années 60, et maintenant on le démontre bien, et on a pu le démontrer notamment avec d'autres manières d'aborder l'archéologie, ce qu'on appelle la technique des raccords et des remontages. Avant, on prenait un bloc de matière première, on disait, bon voilà, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. On prenait un caillou et on essayait de reproduire de façon expérimentale ce qu'avait fait l'homme de Néandertal. On a encore des collègues qui fonctionnent comme ça, hein, c'est-à-dire qu'on travaille sur des schémas théoriques et des schémas mentaux. Heureusement, on a de plus en plus de personnes qui collectent le matériel archéologique taillé par l'homme de Néandertal et qui essaient de remonter les morceaux, et qui ensuite décrivent les chaînes opératoires. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, ça a été taillé comme ça par les préhistoriques. On n'a pas fait du simili d'évitage néandertalien. Et on se rend compte qu'on a parfois des dévitages qui sont très sophistiqués et que nous ne savons pas reproduire, même les plus grands expérimentateurs. Parce qu'il fallait une dextérité, une maîtrise de la matière qui était vraiment assez exceptionnelle. Et pour finir rapidement, qu'est-ce qui vous plaît plus dans votre métier et qu'est-ce qui vous déplaît plus dans votre métier? Alors, ce qui me déplaît le plus, c'est la part que prend l'administration, mais ça, je pense que c'est toutes les personnes qui font de la recherche maintenant, je pense qu'elles feront à peu près la même réflexion et tiendront le même discours. On croule sous l'administration pour faire guère plus que ce qu'on faisait avant. Enfin bon, ça apparemment c'est comme ça partout. Et ce qui me plaît le plus, c'est effectivement de pouvoir travailler sur le terrain, sur des sites aussi fabuleux que le site du Rosel, où là, je pense qu'on est plus près de l'enquête d'investigation policière que de l'archéologie, tellement on a d'éléments à mettre en perspective les uns avec les autres. Puis là, on touche vraiment l'humain. C'est ça qui me passionne.